Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire concernant la migration vers le cloud. On va attendre encore une petite minute, si ça vous ennuie pas. Il y a que les gens arrivent un petit peu, parce qu'on voit des connexions un peu récentes. Euh, voilà. On profite pour lancer le support qui va avec. Alors, on le répétera, mais s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation, ça la rendra un peu plus dynamique. Donc, s'il y a n'importe quelle question qui vous taraude, vous pouvez la poser directement dans le chat et on y répondra dès qu'on la verra. Autant que possible, bien sûr. On entend encore un petit peu, il manque 25 personnes. On démarre. Erwan, ça te va? Eh bien, allons-y. Allez, c'est parti. Soyons fous. Eh ben, rebonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce deuxième épisode concernant la migration vers le cloud. Pour rappel, le premier épisode a eu lieu il y a 3, 4 semaines, si je dis pas de bêtises. C'est une série de webinaires qu'on fait en partenariat avec Microsoft concernant la migration via et l'usage du Cloud Adoption Framework dans les projets de migration cloud. Le premier webinaire était un peu global sur le Cloud Adoption Framework et un petit peu comment ça fonctionnait et dans quel ordre il fallait aborder les choses. Cette fois-ci, on va faire plutôt un retour d'expérience sur un cas client qu'on a eu. Alors, pour des raisons de confidentialité, vu avec le client, on ne va pas le citer. Voilà. Peut-être qu'il se reconnaîtra assez facilement, je pense. En tout cas, c'est un projet assez intéressant. Ce qu'on va essayer de faire pendant la réunion, c'est pas juste de vous dire à quel point c'était bien et comment on a bien suivi le Cloud Adoption Framework. On va aussi mentionner tous les écueils qu'on a eus et les différentes problématiques qu'on a eues, parce que comme tout projet, bah, ça arrive qu'il y ait des problématiques hein, et des problèmes. J'ai pas souvenir d'avoir eu de projets qui ont été parfaits de bout en bout. Il y a toujours des écueils. Voilà, donc on va revenir là-dessus pendant un peu moins d'une heure. Je pense que ça va durer 3 quarts d'heure, hein, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions durant la présentation. Voilà. Alors, pour ceux Qui s'agit. vas-y, Erwan, je te laisse te présenter. Non, pardon, je t'en prie. C'est juste pour se représenter, même si c'était un petit peu partout sur les invites. Moi-même, Erwan Leclerc, donc je suis cloud architecte chez Cloud Temple, spécialisé sur la partie cloud public et Azure. Et moi, je suis Jean Butan, directeur de transformation, en charge des équipes de build, projet chez Cloud Temple. Petit rappel par rapport à Cloud Temple, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une entreprise du service numérique chargée de faire de la transformation numérique, de l'hébergement et de l'infogérance de systèmes d'information. Donc, voilà. Alors,
En termes de sommaire, on va le faire en trois parties. Il y aura dans un premier temps une présentation du client, un petit peu du contexte, des différentes contraintes et des différents enjeux qu'on avait sur ce projet. Ensuite, on reviendra sur le parcours d'adoption et la dernière partie, voilà, ce sera la conclusion un petit peu avec les différents points que nous, on a retenus. Ce qui est important de voir, c'est que chez Cloud Temple, on essaie d'avoir une approche d'amélioration continue, comme beaucoup d'entreprises. Et pour nous, ces points notables sont vraiment importants parce que ça va nous permettre aussi de nous améliorer pour les prochains projets et d'éviter forcément de revivre les mêmes problématiques qu'on a pu rencontrer d'un projet sur l'autre. Voilà. Alors, on va du coup commencer par le client. Donc, on l'a surnommé le client Tonton Cause, mais c'est voilà, pas souci d'anonymisation. Du coup, je te laisse Ouais. sur le client. Alors, en termes de clients, donc c'est une société internationale qui est présente dans 16 pays et 4 continents, comme vous pouvez le voir, très présent en Europe et en Australie. Hein, donc, en termes de couverture de time zone, c'était un petit peu compliqué. Ils sont sur un secteur qui est extrêmement concurrentiel et qui est extrêmement en vogue, qui sont les énergies renouvelables. Voilà, c'est très d'actualité en ce moment. En termes de management du SI, on va y revenir un peu plus tard, mais il y a une très grande hétérogénéité dans les infrastructures, dans les partenaires, etc. On redétaillera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est un petit peu pour la société. En termes il y a un petit inversement. En termes de sources, ils étaient sur plusieurs data centers répartis sur différentes régions et chaque région avait un partenaire différent. Et ils avaient même leur propre self-server. Et en termes de cible, c'était un cloud Azure et un cloud souverain. Alors, le cloud souverain, c'est pour des raisons très évidentes de confidentialité vis-à-vis d'un secteur, comme je disais, qui est très concurrentiel. Il y a des données qu'ils souhaitent absolument laisser souveraines chez eux pour éviter tout problème d'accès aux données par des tiers. Donc, le cloud souverain leur paraissait une évidence. Et comme c'est une société internationale, et il y a d'autres paramètres par rapport à la croissance et de la société, le cloud public est indispensable pour eux. Voilà. Il faut savoir que historiquement, ils avaient même des sources, si je ne dis pas de bêtises, sur AWS et ils ont décidé de tout rationaliser sur Azure. Ils en avaient un peu sur Azure, un peu sur AWS, un peu partout. Et ils ont décidé de rationaliser. Voilà pour le contexte du client. Alors, ce client, il y avait des enjeux assez forts. En fait, le SI était relativement récent et ils avaient beaucoup de choses à construire. Et la première chose qu'ils voulaient construire et qui a été une pierre angulaire de tout le projet, c'est la sécurité. C'était vraiment un aspect hyper important qui, sur toutes les étapes du projet, a été mis en avant, a été poussé par le client, a été poussé par nous. Il ne fallait pas mégoter sur la sécurité. Il fallait vraiment que ce soit le point central de nos choix. Il faut savoir, comme je le disais, le client est en forte croissance. Donc, qui dit forte croissance dit forcément pas mal de nouveaux périmètres, pas mal de besoins d'innovation et pas mal de nécessité à pouvoir scaler et à pouvoir faire que le SI puisse accompagner la croissance du client. Donc ça, c'était vraiment des enjeux qui étaient très importants. Comme je le disais, le SI était assez récent, donc forcément, il n'y avait pas vraiment d'obsolescence. On n'avait pas à gérer un legacy incroyable dans un état difficile de bouger vers Azure. Enfin, voilà, c'était plutôt appréciable parce que des fois, c'est pas évident d'aller migrer des workflows un peu anciens vers le cloud public ou même les bouger tout pour ailleurs. Un autre point important, c'est que le DSI avait une vision très claire, très très claire de la trajectoire qu'il voulait pour son entreprise. Voilà, il était très déterminé, il savait ce qu'il voulait, et ça c'est vraiment appréciable puisqu'on l'a vu dans les différentes étapes du Cloud Option Framework dans le précédent webinaire. C'est très important de pouvoir aligner une vision globale, de pouvoir travailler sur la trajectoire, les enjeux business, les enjeux métiers et d'avoir un DSI qui savait ce qu'il voulait. Nous, ça nous a permis de cocher un certain nombre de paramètres indispensables pour pouvoir lancer le projet assez rapidement. L'autre point, c'était qu'il voulait pouvoir comment dire, innover et pouvoir lancer des projets d'évolution de son SI, des projets liés au business, comme de l'IoT notamment, sur lequel on travaille avec lui, assez facilement parce que voilà, c'est comme il voulait moderniser son SI, il avait cette idée de se dire, OK, on migre et derrière, on va tout de suite faire de l'innovation. Et ça, c'était vraiment un point
qui était important pour nous. Alors, en termes d'enjeux, donc les objectifs principaux, c'était la modernisation du SI. Ça, on a déjà parlé. Plus que moderniser, il y avait quelque part une sorte de création de SI, puisque c'était très dispatché, très éclaté, et ils voulaient vraiment créer un SI centralisé qui puisse gérer les enjeux à venir de l'entreprise. Il y avait cet aspect de sécurité dont j'ai parlé déjà précédemment. Comme on partait d'un SI relativement moderne et que je disais qu'il n'y avait pas d'obsolescence, l'idée c'était de jamais en avoir pour ce client. Donc, en partant directement sur l'architecture qu'il a validée, et notamment cette partie cloud public, il voulait tout de suite anticiper l'obsolescence et faire qu'il n'y en ait pas. Voilà. Et ça, c'était un point, il ne voulait pas avoir à courir d'ici 2, 3 ans derrière un périmètre legacy. Le point qui était également crucial, c'était d'avoir un modèle cloud unique, c'est-à-dire une méthodologie de travail, une manière de travailler, des normes, des policies uniques et uniformes par rapport à tous les périmètres, quels que soient les pays, quelles que soient les landing zones, quels que soient les périmètres. Il voulait que vraiment il y ait un modèle de fonctionnement qui soit unique et qui soit universel pour l'entreprise. Et que quel que soit le projet qui allait démarrer, eh ben, il devrait se plier aux normes qui ont été posées, au modèle qui a été établi avec Erwan. Et en fait, ça permettait vraiment d'uniformiser et de tirer vers le haut l'intégralité des périmètres. Parce qu'entre l'Europe et l'Australie, on avait beaucoup de disparités en fait de fonctionnement et ça rendait chaque opération très compliquée parce il fallait les faire d'une certaine manière pour l'Europe, d'une autre manière pour l'Australie. Le résultat était jamais tout à fait identique, donc c'était pas simple. Et également, comme je disais, ils avaient un partenaire par pays quasiment. L'idée c'était d'uniformiser la gouvernance globale de tout recentralisé autour d'un partenaire. Donc pour le coup, on a eu la chance d'être choisi. Et voilà. Et donc c'était important pour le client d'uniformiser cette gouvernance et que ce soit pas le Far West un petit peu dans son SI et que tout soit centralisé correctement. Alors, il y avait des contraintes. Alors, ici, dans la liste de contraintes, il y en a certaines qui ne sont pas des contraintes négatives, hein. Je précise, même si contrainte, c'est un mot qui sonne négativement. Certaines contraintes ne l'étaient pas. Par contre, il y en avait quand même un peu embêtantes. Peu de support technique côté client. Il y avait très peu de documentation, très peu de sachants techniques. On était parfois un peu livré à nous-mêmes techniquement sur les périmètres. C'était une vraie contrainte parce que des fois, quand on a des projets où il y a déjà les DAT, les documents d'exploitation, qu'il y a vraiment les matrices de flux, etc., bah, c'est quand même plus facile de rentrer dans un périmètre technique. Là, on n'avait pas grand-chose et il n'y avait pas beaucoup de sachants. Donc, c'était pas simple. Une contrainte qui n'en est pas vraiment une, c'est, voilà, comme je disais, la sécurité qui est vraiment au centre de chaque choix. C'était très important. Une contrainte importante dans les choix qu'on a fait, c'est que les applications critiques, elles doivent être supportées sur du 24/7. Ça, c'est un point qui est important parce que comme ils sont sur 4 continents et notamment avec cette amplitude horaire très forte entre l'Europe et l'Australie, nous, on se retrouvait avec du support 24/7 et avoir une résilience totale parce que si ça tombe en Australie et que nous, on n'est pas dispo, il fallait s'assurer qu'on puisse nous le supporter au niveau infogérance, mais aussi que les architectures soient suffisamment résilientes pour qu'elles tombent le moins possible, entendu. L'homogénéisation, ça, j'en ai déjà parlé largement. La performance opérationnelle, ça, c'était important justement pour pouvoir lancer des projets innovants. Il fallait que voilà, tout l'actuel fonctionne parfaitement, roule très bien pour pouvoir se focaliser sur de l'innovation en fait et ne pas avoir à courir après un périmètre qui n'est pas stable. Là, l'idée, c'est que le SI fonctionne et maintenant, en fait, on peut être sollicité sur des projets d'innovation et des évolutions à venir sans avoir à se soucier de l'existant qui tourne très bien. Les performances entre l'Europe et l'Australie, j'en ai déjà parlé, c'était un point qui était très important. Après, il y a quand même des facteurs ralentissants. En rapport avec le premier point sur l'absence de support technique côté client, il y avait ce manque de documentation et de sachants. Comme je disais, Erwan a suivi ce projet de bout en bout côté architecture et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dû construire from scratch parce qu'il y avait pas beaucoup de docs. Les partenaires, il y en avait beaucoup. Ce que je disais, il y en avait
quasiment un par pays. Donc forcément, quand on est amené à faire des migrations de l'eau et qu'il faut aller s'interfacer avec un nouveau partenaire qui se trouve dans un pays avec une time zone différente, etc., ça faisait quand même des contraintes internationales qui ne sont pas évidentes. Hein. Nous, au Cloud Temple, on est situé principalement en France et en Tunisie. Donc on est sur des fuseaux horaires qui sont avec une amplitude horaire très, très mince sur le papier. Mais voilà, là, il fallait s'interfacer avec des gens un peu partout dans le monde et c'était plutôt intéressant en termes d'approche, mais c'était pas simple en termes de coordination. L'autre point, c'est que côté client, voilà, ils avaient ce manque de compétences Azure. Il n'y en avait quasiment pas. Par contre, il y avait une vraie volonté d'aller sur Azure. Ça faisait sens pour le client par rapport à l'hybridité qu'il voulait, par rapport aux relations et on va dire, à la couleur globale de son SI qui était quand même très teinté Microsoft d'une manière globale. Voilà, ça faisait vraiment sens qu'il aille vers un partenaire comme Azure. Super, merci Jérôme. Plaisir. Du coup, on va passer à la seconde partie, donc qui est plus dans mes cordes, on va dire, c'est vous faire un Rex sur le parcours de ce client. Donc, on a repris à peu près de manière scolaire le CAF, donc le Cloud Action Framework de Microsoft. On en a appliqué les différentes séquences et les différentes parties, et on en a sorti, du coup, avec ce client, toute une stratégie, tout un plan de migration, et ensuite un plan de gouvernance et de maintien. Et donc, on va essayer de vous présenter ça ici le plus clairement possible. Donc, il y a des questions qui peuvent être posées, mais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. Par contre, si je ne les vois pas, du coup, Jérôme, si tu peux faire le relais, ce serait très cool. Merci. Absolument. Merci bien. Alors, pour commencer, c'est vraiment un rappel rapide. Donc, c'est une slide qu'on a déjà présentée sur le webinaire d'avant. Donc, c'est rappeler globalement ce qu'est le CAF, quelles sont les grandes étapes de ce framework. C'est juste, en fait, un sommaire dans le sommaire pour présenter ce qu'on va lister ensuite sur les slides suivantes. Donc, globalement, les quatre étapes principales qui sont définir la stratégie, planifier l'adoption, préparer l'adoption, migrer, et en corollaire, en phase régulière, la gouvernance, la gestion et la sécurisation de tout ça. Et toutes ces phases sont interdépendantes et surtout, on ne s'arrête jamais. C'est pas parce qu'on est arrivé sur le cloud qu'on doit s'arrêter d'innover, qu'on doit s'arrêter à une stratégie définitive. Au contraire, elle doit évoluer ou vivre par rapport à ce que le cloud va nous apporter et aux services qui seront disponibles. D'où l'espèce de cycle sans fin qu'on a voulu représenter ici. La première étape, parce qu'il faut bien commencer quelque part, c'est de passer sur la stratégie, donc définir avec le client globalement quelle est sa stratégie par rapport au cloud. Donc Jérôme en a parlé, le client a une vision très claire là-dessus, il savait où il voulait aller, un cloud hybride avec une partie on-premise sur un cloud sécurisé, donc on est sur un équivalent Second Cloud, sauf qu'on n'est pas sur une implémentation de 100% Second Cloud, mais physiquement, la sécurité qu'on a apportée est la même sur la partie cloud privé pour le client. Et à côté, la partie Azure, pour héberger des données qui sont peut-être un peu moins sensibles, mais tout aussi critiques pour les entreprises, et pour avoir des services d'innovation plus facilement exploitables par les équipes IT. Donc, en termes de motivation, côté business, c'est ce qu'a plus ou moins expliqué Jérôme déjà, avoir une meilleure stabilité, donc avoir des applications qui tournent mieux si jamais c'est possible, et surtout qui sont résilientes et qui permettent au métier de pouvoir travailler sans avoir à se poser la question de est-ce que ça tourne, est-ce que c'est disponible, etc. Ça semble assez bateau, mais malheureusement, c'est encore des questions qu'on peut se poser. Côté technique, donc ici, l'idée c'est d'uniformiser, donc il y a des gestions distinctes entre la partie Europe et la partie Australie qu'on voulait gommer, donc avoir un socle technique qui soit unique, optimiser les opérations, donc on uniformise la partie technique, mais aussi par-dessus la couche de gestion, qu'on ait les mêmes outils, peu importe le cloud, peu importe la région sur laquelle on travaille. Et tout ça pour finir à proposer une agilité supérieure aux équipes métiers pour qu'ils puissent plus facilement mettre à niveau l'application, en intégrer de nouvelles, et pourquoi pas remplacer de l'existant avec des services plus adéquats. En termes de résultats, parce qu'on a quand même défini quels étaient les résultats attendus de cette adoption, ce qu'on voulait obtenir de ce nouveau prisme pris par le client. Donc d'abord l'optimisation des coûts, c'est tellement bateau qu'on pensait ne pas le mettre, mais on l'a mis quand même. Effectivement, l'idée c'est pas de surenchérir en fait et de se surarmer et de surpayer des choses pour avoir des super services, mais au final que ce soit pas rentable par rapport à l'activité. Donc ça semble évident, mais on le rappelle. En parallèle de ça, améliorer du coup
l'agilité, donc permettre encore une fois à ces équipes de pouvoir déployer plus vite, déployer mieux, déployer de manière plus sécurisée et uniformiser tout ça. Avoir un socle commun, une politique commune et que toutes les équipes soient logées, on va dire, à la même enseigne. Ce qui n'était pas le cas au préalable. En termes de l'aspect financier de cette migration, le but, c'était pas d'économiser en allant sur Azure. Le but était de mieux comprendre et de mieux suivre les dépenses. Alors, je parle d'Azure parce que c'était le chantier financier le plus visible, mais c'est aussi le cas sur la partie cloud privée, sur laquelle on a optimisé autant que possible l'infrastructure. Donc, le fait de passer de multiples data centers, de multiples partenaires, etc., à un partenaire unique qui est Cloud Temple, qui gère aussi bien le privé que le public, ça veut dire aussi que le client n'a plus qu'un point de facturation, c'est nous. Donc ça lui facture beaucoup la vie, il n'a pas 10 références à gérer, mais une seule. Et au-delà de ça, on lui a donné des nouveaux outils qui permettent de faire un showback de ses coûts, c'est-à-dire de montrer à ses équipes techniques combien coûtent leurs applications, leurs services sur Azure. Le but, c'est pas de les facturer, c'est juste qu'il y a une prise de conscience interne, ça rentre dans la culture DevOps qu'on veut aussi inculquer à travers cette adoption au sein de l'entreprise, qui permet de faire comprendre à tout le monde que ce qu'on fait, ça a un coût, et de le corréler avec un prix de vente, avec un KPI métier, quel qu'il soit, qui permet du coup d'ajuster en fait la stratégie un peu plus globale de l'entreprise, pas que technique. Et donc l'autre aspect qui était ciblé, c'est effectivement payer ce qu'on consomme uniquement, et donc avoir une facilité de up and down, de pouvoir éteindre et rallumer à la demande et de consommer uniquement ce dont on a besoin. Donc en termes d'aspect technique, on est passé un petit peu dessus rapidement, mais l'idée c'était de se débarrasser des choses dont on peut se débarrasser. Donc tout ce qui est service managé de manière automatique, le client ne voulait plus s'en préoccuper. Si un prestataire externe ou un service managé par Azure, par exemple, sait le faire, on l'utilise. Avoir une meilleure disponibilité de ses ressources, de ses applications globalement. Avoir une sécurité renforcée. Donc vu le secteur d'activité qui est très critique, on n'avait pas de choses à faire là-dessus pour s'assurer qu'on ait une bulle en fait assez hermétique et que chaque application soit vraiment verrouillée autant que possible, et donc déployer une conformité d'entreprise pour être certain que peu importe qui déploie, on ait des garde-fous en fait, et des mécanismes par défaut présents pour s'assurer qu'on est conforme à la politique d'entreprise et entre autres à la partie sécurité. Et donc en vision à long terme, pour synthétiser ces deux parties. D'abord, on onboard sur Azure. On reste dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire du IaaS. C'est un client qui a beaucoup d'IaaS historiquement. Donc, on est resté sur ce modèle parce que c'est un modèle qu'ils maîtrisent et qu'ils comprennent très bien aujourd'hui. Et dès que la migration se termine, on commence à proposer de l'innovation. On apporte des services nouveaux qui permettent aux développeurs et aux prestataires différents du client de proposer des nouvelles solutions basées sur ce nouveau SI. Alors, pardon, je vois des questions dans le chat. J'ai répondu. Ah, non, répondu. Super, ouais. Merci beaucoup. Trop fort. Donc, une fois que cette stratégie elle est établie, qu'on a partagé avec le client d'atelier tous ces systèmes-là, ça me permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il a et d'où il veut aller. Mais ça ne suffit pas pour avoir quelque chose de précis. Donc, on rentre dans la partie planification qui commence par, et c'est la partie la plus compliquée chez beaucoup de nos clients, c'est l'établissement du patrimoine. Qu'est-ce que j'ai chez moi? Qu'est-ce que j'ai comme application? Qu'est-ce que j'ai comme mécanisme? Qu'est-ce que j'ai comme matériel, comme outillage, comme service SaaS que je consomme? Et donc, il a fallu tout lister. Parfois, c'est un petit peu compliqué de retrouver toutes les informations et tous les sachants, mais on a réussi à inventorier tout ça. Et ensuite, on a catégorisé chaque élément pour pouvoir définir un niveau de criticité, un niveau de priorité dans la migration. Et grâce à ces systèmes-là, on a choisi les chemins de migration pour chacun des workloads qu'on a identifiés. Donc vous connaissez, j'imagine déjà, la partie 5R ou 6R selon la version qu'on a choisie. En l'occurrence, pour ce client, c'était très simple. C'est un client qui est majoritairement en IaaS, donc le chemin, ça a été du Riost. En gros, 95% de notre migration, c'était du lift and shift. Je parle de migration des workloads existants. Les 5% restants, c'est plutôt lié à la partie Micros 365, où là, on a des travaux de réconciliation et d'ajout de fonctionnalités qui n'étaient pas présents au préalable. En termes d'alignement, donc, au sein du CAF, on recommande bien sûr d'avoir des responsables qui sont onboardés. Il y en a 2 qui sont clairement identifiés. C'est le responsable de l'adoption. Donc, c'est en gros l'évangéliste chez le client qui va dire « Regardez comme c'est bien, venez, c'est super cool et adhérez au projet ».
et le gouvernant d'adoption, donc celui qui va s'assurer que le projet est bien mené, qu'on respecte les langues, etc. On est quasiment, nous, sur cette partie avec ce client, dans un anti-pattern, c'est-à-dire que c'est la même personne, en l'occurrence le DSI, qui a porté ces deux casquettes. Donc il a été assisté par ses équipes, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément ce que recommande le CAF. Cependant, la vision qu'il avait nous a permis quand même d'avancer et d'aller au-delà de ce petit, de cet anti-pattern, encore une fois, puisque justement, il savait clairement où il voulait aller, et il était très moteur lui-même, et ses équipes ont finalement opposé quasiment aucune résistance à ce nouveau SI. Au contraire, toutes les équipes l'attendaient en fait. Donc ça a été une partie dont on avait peur au départ et qui au final s'est plutôt bien passé. Et donc avec lui, on a initialisé pour driver ce projet et surtout pour le maintenir ensuite, un espèce de CCE-like. Donc c'est pas un vrai CCE, parce qu'il n'y a pas assez de monde, tous les corps ne sont pas représentés aujourd'hui, c'est en train de monter petit à petit. Et donc c'est plutôt pour l'instant quelque chose qui est orienté technique, avec de l'applicatif métier et de la partie infra, et au fur et à mesure vont rentrer d'autres types de personnes, comme des responsables financiers et tout ce qu'on peut attendre d'un CCE. Que dire d'autre par rapport à ça? Rien de spécial. Pardon, je parle très vite, hein, donc surtout s'il y a des choses, vous me dites, et je m'arrête un petit peu sur certains points. Il y a beaucoup de choses à présenter du coup pour un CAF. En termes de compétences, Jérôme l'a précisé au préalable, il n'y a pas de compétences Azure au moment du départ du projet. Donc, on a identifié les écarts, ils étaient assez nombreux forcément, et on a essayé de les réduire. L'idée, c'est pas forcément de former le client et de lui faire tout apprendre l'Azure en quelques semaines, quelques mois, alors qu'il a aussi son quotidien à gérer, même si effectivement, il y a eu ce travail d'accompagnement et de formation. C'est aussi de se décharger autant que possible des choses qui ne sont pas dans le métier du client. On tombe sur le poncif classique du cloud, c'est si Azure ou Cloud Table peut manager ma place, c'est pas très bien. Donc on l'a déchargé en fait de toute une phase de management quotidien, tout ce qui est gestion, suivi, etc. On l'a récupéré à sa place, et pour que ses équipes et lui puissent se concentrer sur la partie métier. Ça n'a pas empêché qu'on ait quand même un accompagnement sur la partie Azure, parce qu'il y a des termes, il y a des services qu'il faut bien présenter, qu'il faut bien expliquer et sur lesquels il ne faut pas se tromper, surtout sur la partie infra d'ailleurs. Et ce plan n'est toujours pas aujourd'hui fini, puisque maintenant qu'on est en phase de la migration est terminée, tous les ressources sont migrées, mais on a encore beaucoup de gens sur lesquels on doit avoir de l'accompagnement pour les aider à utiliser maintenant les nouveaux services qui sont fournis par ce cloud hybride qu'on a proposé pour ce client. Et Juan, il y a une question dans le chat qui est arrivée, c'est pour les données sensibles, pourquoi ne pas avoir utilisé un private endpoint? Alors, puisque le private endpoint, c'est très pratique pour sécuriser le trafic et passer du coup du flux externe vers un flux interne, mais ça ne change pas la localisation des données. Donc pour le stockage en lui-même, par exemple, je pense à la partie finance, on en parlera un petit peu après, c'est une application très critique, très sensible de ce client. Dès le départ, on a identifié ça comme un cloud qui était très critique, très sensible, donc on l'a hébergé sur notre cloud privé pour assurer en fait la sécurité de données. Notre cloud privé est uniquement présent en France, il n'y a pas de sortie ailleurs. Sur Azure, ça aurait été mis sur la partie France centrale également, donc on aurait pu avoir quelque chose qui reste sur la partie France. Mais dans la volonté du client, il ne voulait pas que ces données financières soient exposées potentiellement à un GAFAM, donc pas directement et pas avec sa bénédiction, si je peux dire. Donc ça a été conservé sur notre cloud privé. J'espère que ça répond à la question. Ouais. Ok, super. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. Et donc, on a sorti de cette étape un plan d'adoption. Donc, quels sont les prérequis à l'adoption du cloud et à la migration des workloads sur Azure. Donc, on a fait des lotissements, on a fait la gestion de projet assez classique au final en sortie de ce plan, tout en respectant du coup ce qu'on a vu après en termes de stratégie et de planification. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur une timeline, donc sur quand on migre et qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif, à quelle échelle, à quel temps, si je peux dire, à quel moment. Arrive enfin la partie technique, je dis parce que c'est la partie qui, moi, me régale le plus, forcément, même si les étapes précédentes sont obligatoires pour faire quelque chose de propre et de cohérent. Donc, on prépare le terrain pour recevoir tout ce que le client aurait à nous faire héberger, gérer ou migrer. Donc, pour ce faire, on a utilisé le modèle
qui est notre modèle de base de travail, qui est le modèle Enterprise Operations de Microsoft. Vous avez un petit schéma sur le slide ici. Donc, comment ça se constitue? C'est très simple. On a une grosse grille de plateforme Foundations, qui sont des fondations, des services transverses qui sont fournis à tous les workloads qui vont être hébergés sur une plateforme, sur la partie cloud privée ou la partie Azure pour nous. Et par-dessus, on vient greffer, à la demande, en fait, plusieurs landing zones qui vont chacune représenter une application, un groupe d'applications, ou des processus métiers très, très, très précis qui nécessiteraient d'avoir un espace propre. Donc cette définition, j'ai l'impression un tout petit peu après, elle est faite en collaboration avec le client. Et on a essayé, même si on n'a pas au final tant de choses que ça à mettre sur Azure et notre cloud privé, de quand même bien le préparer et bien le segmenter pour que chaque nouveau projet soit plus qu'une brique qu'on vient à poser. C'est vraiment un peu dans l'idée de faire de la containerisation, mais du coup un peu à plus large échelle. Hein. C'est-à-dire qu'on a une application qui vient, on pose une landing zone en plus, on la connecte à la plateforme et c'est terminé. Et automatiquement, ou presque, hein, bien sûr, on va avoir toutes les petites entreprises qui vont s'appliquer, la partie sécurité qui sera automatiquement mise en place, la gouvernance de la même manière, etc. Donc en termes de fondation, on a identifié deux zones principales, ce sont deux plateformes finalement, la partie cloud privé et la partie cloud public. Donc sur la partie privée, c'est des choses on va dire assez standards qui sont pour moi pas trop de mon ressort, mais on en parle un petit peu quand même. Donc tout ce qui est infrastructure, qu'est-ce qu'on met comme hôte physique, qu'est-ce qu'on met comme outil de virtualisation, qu'est-ce qu'on met comme stockage, qu'est-ce qu'on met comme data center, si on prend un, deux, et, quel est le niveau de connectivité entre eux, quelle redondance on met entre ces data centers, etc. Et par-dessus, on va greffer l'outillage de notre cloud privé, donc qui nous est piloté par un outil maison qui s'appelle Shiva, qui est un portail de gestion qui en fait englobe d'autres outils qui sont masqués en fait, par ce portail commun, et qui fournit donc la partie supervision, la partie sauvegarde, la partie sécurité, et bien évidemment, en complément de tout ça, on a tous les équipements réseau d'infrastructures qui ont été déployés de la même manière sur notre cloud privé, dont la consommation de notre interconnexion existante. On a un express route, j'ai plus le terme, un EQX, je crois le terme, si je ne dis pas de bêtises, Jérôme, tu me corriges. Et donc on a une express route déjà tirée avec Microsoft et Azure, et donc on a pu consommer ça avec ce client. Sur la partie cloud public, même principe, on a les fondations, donc là c'est pas vraiment de la partie compute, storage, etc., c'est déjà là. Donc c'est plutôt l'organisation, de l'outillage central comme un puits de log, comme un automation account par exemple pour le patch management, ça peut être les policies aussi pour s'assurer qu'on respecte les conventions de nommage, conventions de tag, ce genre de choses. Et bien sûr, le même outillage, donc la supervision, la sauvegarde, etc., etc. On en a profité pendant qu'on concevait en fait toute cette partie réception, tous ces items transverses, pour définir les standards avec le client, qui n'en avait pas forcément. Ça peut paraître basique, mais effectivement, c'est un passage obligé qui n'est pas le plus fun, mais il faut le faire. Donc, on a redéfini la convention de nommage, on a réajusté la convention de tag existant, tout ce qui est politique d'utilisation aussi. Je peux le dire un peu souvent, c'est en gros la politique d'accostage. Quelle application va aller où? En fait, chaque application doit répondre à un certain nombre de questions, et selon les réponses, on va décider si elle va sur le cloud privé, sur Azure, et dans l'un ou l'autre des cas, sur quelle landing zone ça peut arriver. Soit on en crée une nouvelle, soit elle rejoint une LZ existante. En complément, vu que c'était un des gros enjeux du client, on a mis en place tout de suite tout ce qui est sécurité. Donc tout ce qui est l'exposition périmétrique, tout ce qui est protection des endpoints, tout ce qu'on peut imaginer en termes de sécurité des accès, etc. On l'a défini ici et partagé avec les équipes pour que tout le monde soit bien conscient de ce qui allait changer pour eux au quotidien, parce qu'on change quand même complètement de paradigme pour les équipes en place. Donc il y a aussi eu ici une communication, une formation auprès des équipes pour partager ces standards avec eux. Ça manque un peu de technique, alors on va essayer de présenter un petit schéma quand même pour rassasier un peu tout le monde. Alors ici, c'est les schémas que vous connaissez peut-être déjà, qui représentent en fait, qui est sur la doc de Microsoft, qui est aux côtés du CAF, qui représente une implémentation, un exemple, une recommandation d'implémentation de ce modèle en fait, Enterprise Operation. Donc on a ici au centre, attention, je vais prendre mon magnifique stylet, qui ne veut pas fonctionner, pardon. Donc ici, on a la partie management de groupe, donc c'est plutôt de l'organisation, il n'y a pas de technique ici, il n'y a pas de ressources,
C'est vraiment comment j'organise mes souscriptions entre elles, comment j'organise peut-être en vertical métier, peut-être en zone géographique ou autre. Et ensuite, on va greffer toutes les fondations, donc la partie identité, la partie connectivité, pardon, connectivité c'est ici, pardon, c'est tout petit sur mon écran, excusez-moi. Donc identité, management, connectivité, qui sont des fondations communes. Et ensuite, on définit un modèle de landing zone qu'on va répéter à l'envi selon différentes typologies. Donc on n'a pas un modèle qui répond à tous les projets, on a différents modèles de landing zone, selon qu'on héberge du IaaS, du PaaS, et selon les services PaaS par exemple, on a aussi différents modèles. Et même pour les services IaaS, on a aussi différents modèles selon la criticité d'application, selon son emplacement, etc. Tout ceci nous a amené à avoir une première projection. Peut-on peut-être effacer Touc. Qui est celle-ci. Alors forcément, elle est très abstraite, hein, mais ça représente un petit peu le design qu'on a validé avec le client, et c'est uniquement pour la préparation, on n'a encore rien migré dans ce cas-là. On l'a projeté, mais pas encore réalisé. Donc sur la partie gauche, vous avez notre data center, Cloud Temple, cloud privé, sur lequel les workloads seront migrés pour ceux qui sont éligibles et choisis pour cette cible. Et donc avec, vous le remarquez peut-être, alors c'est pas forcément lisible pour tout le monde, mais on a une partie legacy qui va recevoir les workloads qu'on va migrer sur comme assez peu de connaissances. Comme on ne sait pas trop, on en parle un petit peu après, on va les mettre ici. Une partie management qui va être nos outils, qui est dans la partie fondation avec le pare-feu. Plutôt par ici, voilà. Management et pare-feu. Je suis désolé avec ma souris, c'est pas très pratique de faire des jolis traits. Et ensuite, donc des zones applicatives qui vont être créées à la demande. Chaque nouvelle application ou groupe d'applications, encore une fois, va avoir sa propre landing zone sur notre cloud privé. Le client va y greffer ses propres bureaux, donc ses bureaux, mais aussi ses centrales énergétiques et tout ce qui est lié à son domaine d'activité, via les connexions VPN qui sont enclenchées avec notre cloud privé. Et sur Azure, alors c'est encore peut-être moins lisible, vous avez une représentation des, on va dire, grosses mailles des principaux management group. Donc on a identifié deux principaux, la partie plateforme et la partie landing zone. Donc en haut, c'est tout ce qui va être transverse, commun, qui seront des choses qui vont être gérées par les équipes IT du client ou par des partenaires infogéreurs comme nous. Et les landing zones qui vont, elles, recevoir les applications. Donc, côté transverse, on a identifié deux besoins initiaux qui sont la partie gestion. Donc pour la gestion de ce qui est sur Azure et la gestion de ce qui est on-premise. Donc pour ça, on a mis une partie Arc et une partie Azure, qui consomment des services qui sont similaires, mais on a fait le choix de les séparer, je pense en l'occurrence à la partie Low Workspace, d'avoir deux zones distinctes de gestion pour ce qui est Azure et pour ce qui est on-prem. Une partie identité, donc basiquement la partie Active Directory pour les contrats domaines existants, qui sont consommés par des serveurs qui vont être migrés sur ces landing zones, une sur chaque zone. Donc on a une partie identité chez nous à Cloud Temple, une sur la partie européenne et une sur la partie australienne. Donc ça permet d'avoir un service rendu partout, même en cas de coupure ou de perte de n'importe lequel des contrôleurs. De la même manière, on a tiré deux hubs, donc qui sont des zones centrales de connectivité, une sur la plateforme européenne, une australienne sur Azure. Alors, je n'ai pas schématisé forcément les ressources qu'on a utilisées, mais le principe est globalement le même. On a une gateway pour se connecter, de l'ExpressRoute plus VPN avec le cloud privé. Et pour la partie australienne, sur lesquelles vont se connecter directement les bureaux et les sites internet du client, c'est des connexions VPN qui sont tirées vers une gateway qui est ici. Et donc, cette partie gestion, une fois qu'elle a été validée avec le client et qu'on est en phase là-dessus, on définit au parallèle qui va gérer quoi. Il y a des personnes chez le client qui sont plutôt orientées réseau. On va leur donner le niveau d'accès suffisant sur le management group ici, qui s'occupe de la partie réseau. De la même manière, les gens qui s'occupent de l'identité chez le client vont avoir les accès sur le management group identité qui est ici. On reproduit le même schéma pour les landing zones applicatives. Donc chaque application a ça ou ses souscriptions, ça dépend de l'application, ça dépend des groupes d'applications. Donc on a choisi d'avoir des landing zones un peu globales, qu'on a appelées migrated ici, qui sont les zones de réception des machines existantes, ce qu'on va migrer sur Azure. Une en France, une en Australie. Ceci est dû
une des contraintes qu'a exposé Jérôme encore une fois au départ, c'est qu'on n'a pas beaucoup de documentation, on n'a pas beaucoup de sachants techniques. Donc sur certaines applications, on avait beaucoup d'infos, parce que là, il y avait des partenaires qui étaient très présents et qui nous ont beaucoup aidés. Donc on a bien pu reproduire les schémas attendus sur Azure et segmenter ce qui devait l'être. Sur d'autres, c'était moins le cas. Donc on a essayé de segmenter selon notre compréhension, selon ce qu'on a vu nous établir en termes de suivi des flux existants, etc. Pour avoir quelque chose d'assez propre et d'assez stable, mais avec assez comment dire, en sachant qu'on avait des trous dans la raquette en termes de connaissances. Et donc, c'est des choses qui étaient à faire vivre en fait, au fur et à mesure de leur présence sur Azure. Donc on a segmenté autant que possible, et ensuite on a reverrouillé ce qu'on pouvait reverrouiller au fur et à mesure de la vie de ces machines. Et enfin, pour des applications nouvelles, donc on a pris ici une application totalement hasard, avoir un management de groupe pour cette application ou ce groupe d'applications, encore une fois, et ici, l'organisation qui a été choisie, c'est d'avoir une souscription par application ou groupe et par plaque géographique. Donc une application Toto, si elle existe et en Europe et en Australie, elle aura 2 souscriptions, une en Europe, une en Australie. Pour une raison toute simple, c'est que ce ne sont pas les mêmes équipes techniques chez le client qui s'occupent des workloads australiens et européens. Donc pour nous faciliter la vie en termes de suivi, en termes de gestion d'accès, etc., on a décidé avec le client de faire ce découpage-là. Alors, je vais effacer mes gribouillages. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que vous avez des points que vous voudriez creuser sur cette vision globale? Vu dans le chat, là, pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Super. Okay. Donc, une fois cette préparation réalisée, donc cette proposition et cette vision qu'on a, mon PowerPoint plante, pardon. On va essayer de reprendre correctement. Voilà. Vient la phase d'adoption, donc la phase où on va commencer à mettre des workloads sur ces nouvelles briques, ces nouveaux clouds qu'on va utiliser. Donc on a d'abord fait un assessment avec Azure Migrate, alors qui a tourné bien sûr pendant qu'on faisait la partie design, on n'a pas attendu la fin du design pour assesser. On l'a lancé au préalable avec Azure Migrate, même pour les machines qui allaient être migrées sur le cloud privé. On a utilisé les outils en fait Azure Migrate, puisqu'ils nous donnent une bonne vision de ce que font les machines, et surtout en activant les bonnes fonctionnalités, on a récupéré des diagrammes de flux plus précis que ceux qu'on avait pu obtenir jusqu'ici, et une liste des applications installées. Donc on a pu déjà se faire un pré-référentiel en fait pour tous les serveurs, pour bien cibler qui fait quoi et qui communique avec qui. Ensuite, donc, vient la partie migration pilote. On a choisi quelques applications. D'abord, des environnements qui ne sont pas de production pour la jouer safe. On a commencé par migrer vers le cloud privé, que c'était la chose qui était pour nous la plus facile à organiser en amont, puisque c'est celle qui nécessitait le moins de préparation côté client. Et une fois que les pilotes privés sont bien passés, on a enclenché la partie de la migration du coup finale vers le cloud privé. Une fois que cette partie a été terminée, on est parti sur la migration publique, donc Azure Europe. Et quand la partie Europe s'est terminée, on est passé à la partie australienne, qui était la plus touchy, parce qu'ils ont une application qui est très critique et qui ne peut pas être indispo plus d'1 heure, sous peine de pertes financières lourdes. Donc ça a été la plus stressante, on va dire, mais l'avantage, c'est qu'on a eu quasiment aucun accro sur ces migrations, grâce, du coup, entre autres, à tout ce boulot que le client a réalisé avec nous. On n'a pas voulu moderniser pendant la migration, puisque le but était de transposer assez rapidement le SI existant, les briques de SI, pour le consolider en un SI unique, sans tout révolutionner. Donc ce qu'on a pu moderniser, on l'a fait de manière opportuniste, et c'est principalement en fait des appliances ou des services managés qu'on a utilisés. Je prends par exemple la partie VPN Gateway d'Azure pour remplacer un équipement qui était on-premise ou sur le cloud privé du client. Utiliser des choses comme le firewall Azure, du WAF, des application gateway, ce genre de choses, du SendGrid si on avait besoin de remplacer de la messagerie. L'idée étant de décharger autant que possible le client et ses équipes de systèmes qui pouvaient être gérés par Azure automatiquement. La partie applicative, elle, n'a pas été modernisée pour le coup, hormis sur la partie exposition publique, quand on pouvait le faire. Pour le cloud privé, on a essayé de moderniser, mais là, du coup, on s'appuie sur les éditeurs qui nous ont aidés
à mettre à jour les applications qu'ils nécessitaient, donc qui arrivaient en fin de support, donc qui étaient sur du 2012 R2 par exemple, ou les applications qui se rapprochaient de leur obsolescence. Et pour les applications internes cloud public, là c'est en cours de travail encore avec le client, c'est-à-dire qu'on a choisi quelques applications qui sont pour nous les plus à même d'être modernisées, et le prestataire du client ou son équipe de développement, selon les cas, sont en train de travailler sur des modèles potentiels en utilisant des nouveaux services pour remplacer les VM actuels. Ça peut être du conteneur avec des conteneurs apps ou de la KS, des sites managés pour remplacer les bases de données, ce genre de choses. Pour les aider à faire ça, en termes d'innovation, alors on l'a pas fait que mettre une sandbox, mais c'est ce qu'on voulait faire apparaître, c'est que c'était pas prévu au départ, mais les développeurs ont beaucoup poussé en interne chez le client, et ils voulaient avoir un espace de travail dédié sur lequel ils pouvaient travailler sans avoir trop de limitations. Donc on a mis en place une sandbox, et avec elle, on a revu la stratégie initiale, qui était personne n'a accès à la partie cloud privé, cloud public, c'est uniquement la partie DSI et les infogérants. Ils ne voulaient pas que les équipes puissent avoir accès à ces parties-là. Du coup, on a assoupli la stratégie en leur donnant un accès plus libre à la partie sandbox et en préparant le terrain des futures applications, puisque quand les applications vont être modernisées, il faut les déployer et les maintenir. Là-dessus, les équipes de dev des clients veulent participer et veulent utiliser des pipelines de CI/CD, par exemple, ou choses de plan qui sont plus à jour. Et donc, de fait, ils auront besoin d'un meilleur accès, en tout cas d'accès un peu plus ouvert que ce qui est présent dans la stratégie de base. Et donc, cette partie innovation nous a déjà forcé à élargir un petit peu la stratégie qui était établie. Donc, c'est pour vous rappeler que ce cycle stratégie, planification, migration, etc., en fait, il est sans fin et que chaque nouveauté peut amener la stratégie à évoluer. Et donc là, ça a été le cas pour la partie innovation. En termes de timing, est-ce qu'on est pas mal? Oui, il faut que j'avance un petit peu. Ouais. Désolé. Gouvernance, on gouverne, voilà. Comment le dire? Donc, on a identifié avec le client et surtout avec ses métiers quels sont les risques application par application. En l'occurrence, qu'est-ce qui est critique pour son business, qu'est-ce qui est critique pour l'infrastructure et qu'est-ce qui est critique pour les travaux quotidiens de ses usagers. On a tout classifié en termes de données et d'applications, donc ça c'est du très basique, très classique. On a mis en place une stratégie de sécurité et de conformité qui n'existait pas jusque-là. Donc l'idée étant encore une fois d'avoir un cadre qui est toujours présent et toujours déployé, quelle que soit l'application. Si une application veut en sortir, et bien à ce moment-là, il faut que ça repasse par l'instance CCE-like qu'on a mis en place pour le justifier et pour retravailler aussi bien l'archi que la partie conformité. On a implémenté du coup un suivi de la facturation, de la sécurité, des configurations, etc. Donc tout ce qui manquait à l'origine, ce qui donne une visibilité accrue au client sur son SI, et ce qui du coup aujourd'hui peut permettre d'être appelé un SI unifié, ce qui n'était pas le cas à l'époque où il y avait vraiment des briques de SI dispatchées partout. Et en termes de maturité, donc on est dans cette phase de maturation en fait des instances de gouvernance et des outils de gouvernance. C'est en place, on fait plein de choses, mais on veut faire mieux. Et donc régulièrement, on met un petit peu le couvert sur ces process et ces outils pour donner aux clients meilleure visibilité et encore plus de souplesse sur la consommation des services sur ce cloud hybride. En termes de management, là, c'est donné encore une fois aux clients et à nous, qui sommes infogérants de ce cloud hybride, les outils, les moyens nécessaires. Donc, on sait bien avec les métiers, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'on peut leur fournir comme métrique, s'ils n'avaient pas au préalable, mais là, on peut leur en fournir, donc si on peut, on le fait. Métriques financières, métriques performance, métriques de capacité, ce genre de choses. Et en complément, donc on déploie toute la stack de gestion dont on a besoin, la supervision, la protection avec aussi bien la partie sauvegarde que la partie EDR par exemple pour les endpoints, et aussi la partie PRA, on a mis en place de l'ASR, donc du site recovery, pour que les services de production critiques puissent repartir quasiment immédiatement sur une seconde région Azure. C'est pas sur le schéma qu'on a présenté pour souci de lisibilité, mais c'était bien implémenté parce que ces services sont critiques et c'est une des raisons pour lesquelles on migrait sur Azure et sur CloudTumble. Donc de la même manière, on centralise grâce à la partie fondation, on centralise toute la gestion à un endroit unique auquel on donne accès aux personnes en ayant besoin. On met en place du patching qui n'était pas vraiment uniformisé, voire même présent sur toute l'infra du client. Et bien évidemment, avec Lighthouse, on se donne les accès dont on a besoin aux différentes souscriptions pour que nos équipes, aussi bien de builders et d'ingénieurs de production, puissent travailler et soutenir le client dans tous ses besoins, aussi bien en termes de MCO que d'évolution.
Et encore une fois, en termes de maturité, donc on est dans cette phase d'évolution, d'adaptation, d'amélioration. Les outils sont là, donc on essaie d'en tirer le meilleur parti possible, on greffe des fonctionnalités dès qu'on peut. On automatise aussi ce qu'on peut automatiser. On a commencé en ayant assez peu d'automatisation. Là, on rentre dans ce créneau-là pour automatiser certaines corrections, certaines montées en termes de scaling, scale-out, etc. Et en parallèle, on va aussi, je crois que c'est même bien avancé, greffer un SIEM sur l'infra existante, ce qui est permis grâce aux puits de log centraux qu'on a mis en place, qui facilite la connexion du SIEM. En l'occurrence, on partirait sur Sentinel, donc on reste dans l'écosystème Microsoft en plus, et ce qui faciliterait la récupération des logs et les travaux de prévention et de sécurisation. Pour finir, sur la partie sécurité, donc on a expliqué qu'on a partagé les risques de sécurité avec le client aussi et ses équipes. Il y a des usages qui n'étaient pas forcément les bons qu'on a revus, donc ça pénalise un petit peu sur certaines habitudes, mais au final, ça sécurise beaucoup les accès aux différentes ressources. On a mis en place des bastions quand c'était nécessaire, on a coupé les accès à des personnes qui n'ont pas forcément besoin, on a réduit la surface réseau autant que possible pour avoir un accès périmétrique uniquement aux services qui ont besoin d'être visibles depuis d'autres sites que leur site d'application. On a mis en place un PRA, donc aussi bien sur la partie cloud privé que cloud public, pour pouvoir avoir de la résilience sur les applications de production. Et donc pour protéger les assets, tout un tas d'outils de sécurité, donc la partie périmétrique, l'anti-DDoS, du firewall, des connexions sécurisées et sélectionnées, des connexions just-in-time. En termes de sécurité, donc la segmentation réseau. En termes de réseau, la segmentation aussi fine que possible avec des règles par subnet, voire par machine si on en a besoin pour limiter les accès, du chiffrement des communications de bout en bout. Au final, c'est assez classique, mais c'est des choses qui n'étaient pas forcément présentes d'origine. En termes de sécurité, ce qu'on appelle sécurité locale, c'est tout ce qui est endpoint protection, donc de l'EDR, et Defender for Cloud greffé dessus pour avoir un tableau de suivi de gouvernance de cette partie-là. En sécurité des données, donc chiffrement des données en transit, chiffrement des données at rest, et meilleur contrôle des accès, pour pouvoir limiter qui peut se connecter à quelles données, qui peut les voir, qui peut les consommer, etc. Mise en place d'un procédure de mise à jour qui n'est pas présent jusque-là, et on a aussi retravaillé sur la partie identité, donc avec Azure Active Directory, qu'on a resynchronisé avec un AD local qui était présent mais qui n'était pas connecté, et optimisation de la sécurité des devices pour protéger les postes de travail d'utilisateurs aussi, qui sont bien évidemment une des sources potentielles de problématiques de sécurité. Désolé, j'ai très vite pour respecter le timing, surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas. En termes de points notables, donc qu'est-ce qu'on ressort de tout ça? Après, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on en ressort? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, aussi bien pour le client que pour nous, en termes de process, en termes de gestion? Donc, dans ce qu'on a, nous, identifié comme des réussites, Jérôme, si ça te va, je prends aussi cette partie, à part si tu veux la faire. Non, vas-y, je t'en prie. Allez, je suis chaud. Donc, en termes de réussite, le modèle hybride que le client avait déjà en tête, au final, il s'avère très cohérent. Il est fonctionnel et à chaque application sur Landing Zone et donc son environnement de dépôt, aujourd'hui, ça se passe très bien. Chaque application, quand elle arrive, qu'elle soit chaque nouvelle application de maintenant, rentre dans ce cycle de choix en fait de la bonne landing zone, donc le cloud public et ensuite au sein de chacun de ces clouds, la bonne landing zone. Deux exemples ici, la partie finance qui est donc chez nous, chez Cloud Temple, pour avoir des données qui sont stockées sur un cloud souverain. À l'inverse, une application de gestion des flottes énergétiques qui, elle, pilote en fait toute la flotte énergétique du client mondialement. À ce moment-là, elle a été mise sur Azure, dans deux souscriptions séparées, une pour la partie australienne, une pour la partie européenne, les deux ayant une communication très restreinte, mais vue et cadrée ensemble. Les migrations lift and shift, il n'y a eu absolument aucun accro, aucun impair, une petite VM qui nous a posé problème à cause de son endpoint protection. En l'occurrence, le client a fait Sentinel-1, ça fonctionne très bien, sauf pour un cas, c'est une machine Windows 10, je crois qu'on a eu un peu de mal à migrer. Et au final, avec le support du partenaire sur cette partie endpoint, on a réussi à s'en sortir. À part ça, on n'a vraiment pas eu de soucis. Même pour l'application critique, qui ne peut pas être coupée plus d'une heure, au final, en se préparant bien et avec des tirs à blanc qui sont fournis par Azure Migrate, on a pu facilement l'opérer.
Et au final, pour répondre aux différentes attentes du client, les solutions techniques qui ont été mises en place, elles répondent aux besoins qui ont été exprimés, aux contraintes qui ont été exprimées et aux enjeux, surtout du client, qui ont été statués. En termes d'organisation, le client s'y retrouve puisque tout est uniformisé. L'outillage est visible sur une plateforme qui est Shiva, notre portail de gestion. On a mis en place avec lui de nouveaux process, aussi bien entre nous et lui, mais aussi pour lui en interne avec ses équipes, pour qu'il puisse mieux piloter tout ça. Dette technique est réduite, puisque on a réduit l'obsolescence et on a repris de la connaissance grâce à l'assessment qu'on a fait, à la connaissance des applications qu'on a prises pendant la migration. Donc on a reconstruit de la doc sur les systèmes qui étaient existants avant notre présence, mais qui aujourd'hui, qui n'étaient pas documentés à l'époque, pardon, qui le sont aujourd'hui. Donc ça rejoint le point suivant. Et les équipes du client continuent à se former, continuent à travailler pour être au fait de ce qui se fait sur Azure. Et ils poussent beaucoup. C'est-à-dire à l'inverse, on n'a pas de résistance des équipes, ils nous poussent à aller plus vite. Ils voudraient aller plus vite, ils voudraient faire plus de choses sur Azure, avoir plus de permissions, pouvoir tester plus de choses. Donc pour nous, c'est une vraie victoire en fait d'avoir un client dont les équipes sont aussi enthousiastes. Ce qui a moins bien fonctionné, ce qui a un peu perturbé le projet, donc en termes d'organisation, c'est qu'on avait encore une fois que ce DSI comme point d'accès, avec deux supports, un pour l'Europe, un pour l'Australie, mais qui n'étaient pas les supports techniques. Donc ça a été parfois compliqué et on a eu dû remettre pas mal de choses sur la table pour bien s'organiser, bien s'entendre et bien valider chacune des étapes et chacune des cibles. Sur les workloads à migrer, donc les applications existantes, pas de documentation, mais aussi peu de sachants, forcément ça complique un petit peu le travail et ça ralentit la phase d'assessment et de préparation. On a eu beaucoup de partenaires qui parlaient, donc c'était un des points qui a été soulevé aussi au départ, c'est que quasiment pour chaque item, un partenaire différent était à solliciter, voire plusieurs partenaires étaient à solliciter. Donc ça complique les discussions, ça complique la planification des actions. Et la montée en compétences sur Azure, sur l'équipe donc du client et de ses relais, a été un peu plus lente que prévu. Donc on a dû multiplier les actions en fait d'accompagnement en amont pour pouvoir arriver à la cible voulue avec une compréhension similaire des besoins et des possibilités de ce cloud hybride. Donc techniquement, les infos de départ étaient un petit peu incomplètes. On avait de l'overlapping aussi, c'est-à-dire qu'on a migré pendant que de nouveaux projets arrivaient, donc on a dû un petit peu jongler entre la migration et l'ajout de landing zone pour les nouveaux projets, et du coup la revue de la stratégie globale liée à ces nouveaux projets, parce que du coup ils amenaient leurs propres contraintes et des nouveautés qui n'étaient pas forcément anticipées par le client et par nous au départ. Et à cause du Covid, on a eu un petit délai d'approvisionnement des machines sur la partie France centrale d'Azure. Donc on a eu quelques petites semaines 15 jours de délai pour avoir du compute pour pouvoir builder nos machines et migrer l'existant. Et aussi on-premise, par exemple, les clusters de firewall ont mis 2 ans à être migrés, puisqu'on avait des délais qui étaient complètement éclatés sur cette partie matérielle. Désolé, j'ai été très vite. Jérôme, est-ce que je peux te laisser le mot de la fin pour que je respire? Ouais, pas de souci. Merci. Alors, je vais aller très vite, il nous reste une minute. Donc, il y a de l'amélioration continue à faire, hein, bien entendu. Ce qui est important, c'est qu'on est en train de mettre en place une vraie stratégie avec le client, une stratégie cloud, hein, qui est mise à jour régulièrement, qui est revue, adaptée et qui évolue en fonction des besoins et des nouveaux projets qu'on change, enfin qu'on démarre, et on le fait progressivement, petit à petit. Euh, ce qui est bien. Et puis maintenant, on peut le faire aussi au rythme des équipes, la phase d'adoption a été vraiment une réussite, hein, comme l'a expliqué Erwan. Les équipes maintenant sont vraiment rompues aux nouvelles technologies. C'est la même chose pour la modernisation, hein, qui est toujours en cours. Donc, on est en train de revoir progressivement ces applications et son modèle en corrélation avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc, vraiment, on a fait cette migration dans un premier temps très IaaS, comme le disait Erwan, et on va moderniser progressivement. L'éducation du client, on en a déjà pas mal parlé, et cette partie FinOps qui est très importante parce que le client avait besoin vraiment d'avoir cette vision globale des coûts et ensuite la répartition en fonction des différents pays, différentes BU, etc. Donc voilà, pour lui, en fait, son SI, c'est beaucoup moins une boîte noire dans laquelle il n'avait pas du tout de visibilité. Voilà, il nous reste, je crois,
tout dernier mot. Déjà, je voulais vous remercier beaucoup pour votre présence et pour votre attention pendant ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Probablement au mois de janvier, je vais dire probablement le mois de janvier ou février, on fera le troisième et dernier épisode qui sera vraiment en rapport avec la mise en œuvre technique et l'approche de l'industrialisation. Donc là, on rentrera beaucoup plus dans des sujets comme Git, comme Terraform. Ce sera encore un peu plus deep dive technique. Vous aurez accès au replay de l'épisode 1. Normalement, on va envoyer le lien dans le chat, mais sinon, il est disponible sur notre site internet, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et ce troisième épisode qui aura lieu donc en début d'année sera le dernier épisode de la série. Voilà. Erwan, tu as un mot pour conclure? Non, rien de plus. Merci beaucoup. Ça a été dense. Donc, merci de votre attention. Merci d'avoir été là, d'avoir posé vos questions aussi. Il va y avoir un petit peu plus d'animation. Donc, c'est très agréable. Et donc, n'hésitez pas. C'est vrai qu'il est un petit peu tard on a un peu dépassé l'horaire prévu. Mais vous pouvez envoyer vos questions si besoin à l'adresse mail que notre équipe communication a postée dans le chat. Donc, si vous en avez, si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à nous contacter. On y répondra avec plaisir. Et sur ce, merci beaucoup. 14h01, pardon, on a dépassé. Ouais, excellente fin d'année à toutes et à tous. Et très bonne fête.